Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mme Bégin. Bon. Merci de m'avoir invité d'abord. C'est un plaisir de vous recevoir, comme toujours. Vous avez parlé aujourd'hui de créer un comité pour trouver une solution nationale. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bien, la première priorité, c'est la santé et sécurité des sinistrés. On a dit une fois que ça sera fait, une fois qu'on aura assisté tout le monde, une fois qu'on aura fait la grande corvée, parce qu'il ne faut pas oublier le nettoyage après. Une fois que tout ça sera fait, quand ça sera retourné à la normale, moi, ce que je dis, on doit avoir une réflexion nationale sur où et comment on bâtit. Parce que je pense que les gens ont vu, ont constaté, les catastrophes naturelles prennent de l'ampleur, leur fréquence devient de plus en plus importante. Alors moi, ce que je dis, c'est que face à ça, on devrait avoir une réflexion. Et ce que j'ai dit, moi, aux provinces, c'est-à-dire j'ai écrit au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en disant d'abord, moi, ce que je suis prêt à faire, c'est de regarder les projets que vous pourrez m'envoyer de façon urgente et prioritaire. La deuxième chose, j'ai dit, ça serait intéressant de créer un comité où on pourrait voir comment on va faire ces investissements-là le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que la saison de la construction est à nos portes. Alors moi, je dis, si on veut prévenir plutôt que guérir, bien, on a avantage à se parler rapidement. Une fois qu'on aura retrouvé un sens de normalité. Mais on ne peut pas perdre beaucoup de temps parce qu'on sait que la saison de la construction est à nos portes. Et si on veut prévenir ça pour la prochaine saison d'inondation, bien, il faut probablement lancer des travaux dans certaines régions, dans certains endroits où ça fait du sens d'avoir, par exemple, des digues, de reconstruire pour prévenir ces catastrophes naturelles-là. Vous dites une fois qu'on va retrouver une certaine normalité, donc c'est dans le futur, mais dans l'immédiat, là, pour les résidents qui ont tout perdu, qui ont subi des dommages importants à leur maison, qui ont besoin d'argent, est-ce que vous pourriez, le gouvernement fédéral, débloquer des sommes pour les sinistrés? Bien, il y a déjà, vous savez, il y a déjà des ententes pour tous les sinistres, c'est-à-dire les feux de forêt, les inondations, la crise du verglas qu'on a connue, par exemple, au Québec. Il y a déjà une entente fédérale-provinciale qui prévoit une contribution fédérale. Il y a une formule en place. Et ça va de l'avant. Le ministre Goodale l'a dit, on regarde toutes les options. Moi, ce que je dis, c'est qu'une fois que la période, j'allais dire, d'urgence va être terminée, bien là, il faut vraiment se tourner vers l'avenir rapidement. Et c'est là que j'ai interpellé les collègues des provinces en disant, écoutez, pourquoi on ne s'assoit pas ensemble pour regarder où et comment on va bâtir, puis comment on peut permettre d'envoyer l'aide fédérale le plus rapidement possible, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre de temps. Il faut faire les choses de la bonne façon, mais c'est sûr que si on veut prévenir, moi je dis tout le temps, il vaut mieux investir dans l'adaptation au changement climatique plutôt que de dépenser dans des sinistres année après année. Je pense que ça fait du sens. Les contribuables nous regardent, ils comprennent. Alors moi, ce que je dis, c'est qu'on est au rendez-vous, on veut faire notre part, puis on veut même le faire très rapidement pour aider les gens. Bon. J'avais en entrevue hier le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin. On sait que la ville de Gatineau est très touchée par ces inondations-là. Il me faisait remarquer que les municipalités sont responsables de l'entretien de 60 des infrastructures publiques sur leur territoire, alors que les municipalités ne touchent que 8 des taxes et impôts des contribuables. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce qu'il y aurait un déséquilibre à corriger, vous pensez? Bien, c'est pour ça que quand j'ai écrit, par exemple, au gouvernement du Québec, plus tôt ce mois-ci ou au mois d'avril, c'était de dire 3 choses. D'abord, pour les zones inondées, il y a 3 enveloppes qui sont déjà disponibles pour aider les municipalités. C'est-à-dire, vous avez vu qu'on a augmenté le rabais de la taxe sur l'essence. On a remis 500 millions au Québec pour pouvoir distribuer dans les différentes municipalités. Ça, c'est de l'argent qu'ils peuvent utiliser pour se prémunir des catastrophes naturelles. La deuxième chose, c'est que dans l'entente bilatérale, si on parle au Québec, il y a 7,5 milliards. Il y a environ 1 milliard là-dedans qui peut être investi dans des infrastructures vertes permettant de s'adapter au changement climatique. Ça, c'est pour les plus petits projets qu'on pourrait avoir dans les municipalités. Et les grands projets d'ingénierie, les 20 millions de dollars et plus, ça, on a un fonds national de 2 milliards pour aider justement les communautés à s'adapter au changement climatique. En fait, le maire Penneau-Jobin me disait justement sur ce fonds de 2 milliards qui a été créé pour aider à l'adaptation au changement climatique, il me dit que c'est une goutte d'eau dans l'océan, il faudrait au moins le doubler. Est-ce que vous êtes en train, à Ottawa, de vous attaquer correctement à cette cible-là? Est-ce que vous en faites assez, en fait? Bien, écoutez, on a 2 milliards. Moi, j'ai déjà approuvé environ 1 milliard de projets, des douzaines de projets. Il y en a peu du Québec. Là. Ce que moi, j'incitais un peu les maires et mairesses, c'est de dire, bien, allez déposer des projets. Moi, je vais les regarder en priorité en urgence. On est tous conscients qu'il y a un coût à l'inaction. Alors, moi, je suis en mode action, en mode solution. Je dirais qu'à date, on a reçu seulement 2 projets de la province de Québec. Alors, moi, je suis vraiment prêt à dire que ce soit à Gatineau, que ce soit dans le côté de la Beauce, que ce soit chez nous, en Mauricie, au centre du Québec.
il y a certainement, dans certains endroits, des investissements qu'on peut faire pour se prémunir des conséquences des catastrophes naturelles. Ce n'est pas le cas partout. Je pense que M. Legault avait raison en disant qu'il faudra voir où ça a du sens. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais où on peut le faire, faisons-le. Et faisons-le rapidement pour éviter les conséquences qu'on voit présentement. Bon, mais dans les médias, il va falloir attendre les gestes du gouvernement fédéral pour tout de suite. Mais on peut agir parce que ça, c'est déjà sur la table. Hein? Ouais. Là, je veux juste être clair, Mme Bégin. Ça, si j'ai des projets, moi, je peux les approuver puis on peut les lancer en construction cet été. C'était ça un peu l'urgence d'agir que je disais. Il faut d'abord s'occuper des gens de la bonne façon. Il faut avoir un retour à la normale. Mais il ne faudra pas perdre de temps si on ne veut pas manquer la saison de la construction. Bon, tant qu'à vous avoir avec nous, Monsieur le ministre, je veux vous parler de la prochaine campagne électorale. Dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin, l'avance des libéraux a fondu dans les sondages. En fait, les conservateurs ont pris les devants à l'échelle nationale. Quand on regarde le dernier sondage léger de la fin de semaine, les conservateurs récoltent 40 des intentions de vote. Les libéraux, c'est 27 Comment vous allez faire pour faire oublier aux Canadiens l'affaire SNC-Lavalin pendant la campagne électorale? Moi, je vous dirais, Mme Bégin, quand je parle aux gens, les gens regardent l'ensemble de l'œuvre. Il y a très peu de gens qui m'ont parlé du dossier SNC-Lavalin. C'est un dossier important, c'est un dossier sérieux. Mais il a fallu bien le traiter. Ça a eu des impacts quand même sur les intentions Oui, de vote. mais entre ce que vous voyez présentement, puis vous savez, 6 mois en politique, il y en a qui vous diraient que c'est une éternité. Hein? L'histoire, si l'histoire est un bon guide de l'avenir, vous verriez que 6 mois, je ne suis pas sûr qu'on peut tirer de grandes conclusions. Moi, ce que les gens me disent, c'est qu'ils vont regarder l'ensemble de l'œuvre. Qu'est-ce qu'on a fait pour les familles? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'économie, par exemple, en signant 3 traités de libre-échange qui nous donnent accès à 1,5 milliard de consommateurs? Qu'est-ce qu'on a fait pour les aînés pour pouvoir leur permettre de finir leur jour dans la dignité à la maison avec leurs aidants naturels? C'est des enjeux comme ça qui vont chercher les gens. Vous savez, ces grands enjeux-là nationaux, on en parle à Ottawa. Mais quand vous êtes en Beauce, quand vous êtes en Mauricie, quand je suis allé à Vancouver récemment ou dans les régions, je pourrais vous dire, les gens me parlent de ce qui compte pour eux, c'est-à-dire leur emploi, leur famille. Ouais. Et l'avenir, surtout au niveau de l'environnement. Reste que depuis la dernière élection, en 2015, les libéraux, vous avez perdu des alliés dans les provinces. C'est le cas au Québec, c'est le cas en Ontario, c'est le cas au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, à Colombie-Britannique. Comment vous interprétez ça? Quel effet vous pensez ça va avoir sur le vote à l'échelle nationale? Bien, moi, je suis toujours en mode solution. Vous savez, moi, je dis souvent, les contribuables, ils élisent des gouvernements municipaux, provinciaux, territoriaux et à l'échelle fédérale. Les gens veulent que les choses fonctionnent. Moi, je me suis toujours mis en mode solution, en mode coopération. Je ne suis pas dans la confrontation, je suis dans la solution parce que je pense, moi, ce que j'entends, puis vous savez, quand on est un politicien en région, on est près des gens. Ce que les gens me disent, c'est faites fonctionner. Il y a des différences d'opinion sur des enjeux, il y a des approches différentes, mais moi, j'ai toujours dit, je pense que le meilleur antidote au populisme, c'est les valeurs libérales. Ouais. C'est la démocratie, c'est des investissements concrets, c'est de parler aux gens comme les gens se parlent. Mais... C'est d'éviter le discours un peu d'Ottawa puis de parler concrètement. Mais vous ne sentez pas qu'il y a une montée conservatrice quand même? Je sens qu'il y a une montée certainement d'idées populistes. Mais je pense qu'à la fin, quand on parle aux gens, regardons l'ensemble de l'œuvre, regardons ce qui a été fait. Quand on regarde au niveau des jeunes, quand on regarde des aînés, des travailleurs, regardons ce qu'on a accompli. Puis ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il y a une raison pourquoi on est rendu là aujourd'hui, c'est que nous, notre façon de façonner l'avenir, ça a été d'investir. Et quand on parle des gens, de l'allocation canadienne aux enfants, le passeport formation qu'on a mis maintenant, c'est des choses qui touchent les gens. Ce matin, je parlais, par exemple, aux travailleurs de l'industrie de la construction, aux syndicats qui représentent 500 000 travailleurs. Vous savez, ces choses-là, ça résonne chez ces gens-là. Il n'y a personne qui m'a parlé des SNC-Lavalin, mais tout le monde m'a parlé du passeport de formation, des investissements en infrastructure qui allaient leur permettre d'améliorer la vie. Un mot sur le pont Champlain, parce qu'il faut conclure l'entrevue. Bon, le consortium qui construit le pont prévoit toujours l'ouvrir le 3 juin en direction de Montréal, le 17 en direction de la Rive-Sud. Est-ce que c'est ce que vous prévoyez de votre côté? Moi, j'ai été clair avec les Montréalais, les Québécois, c'est que le pont Champlain sera ouvert au plus tard, de façon permanente à la circulation, vers la fin juin, à la fin juin 2019. C'est l'engagement qu'on avait pris en décembre, parce qu'en décembre, vous vous rappelez, on a dit, malgré le travail exceptionnel de nos héros, hein, moi je les appelle les héros, les 1500 travailleurs et travailleuses qui ont travaillé 7 jours par semaine, jour et nuit, beau temps, mauvais temps, ils nous ont quand même livré une œuvre qui fait partie des plus belles, moi je dirais, en Amérique du Nord. Vous savez, le chantier du nouveau pont Samuel de Champlain, c'est pas seulement le plus grand au Québec, c'est pas seulement le plus grand au Canada, c'est un des plus grands en Amérique du Nord. Alors, j'ai dit, c'est clair qu'en décembre, il y a certains travaux qu'on ne peut pas faire, l'asphaltage, l'imperméabilisation, mais ma priorité, c'est la santé et sécurité des travailleurs, la durabilité de l'œuvre, parce qu'on a déjà joué dans ce film-là, donc on regarde 125 ans en avant, puis je dis l'échéancier. Et là, ce que je peux vous dire, toutes les informations, l'engagement qu'on avait pris, c'était de livrer un pont qui va être ouvert de façon permanente
d'ici la fin juin 2019. C'est toujours ça qu'on prévoit. Oui. Donc, fin juin et non pas début juin. On va voir. Non, parce que moi, je pense qu'il y a encore des travaux à réaliser, mais l'engagement qu'on avait pris, c'était la fin juin 2019 et je tiens à respecter cet engagement-là pour les Montréalais, les Québécois et les Québécoises. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci de m'avoir invité. Toujours un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci.